Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans le magazine littéraire, le magazine consacré à la littérature sur Zouk TV, un magazine qui vous propose de découvrir la littérature sous toutes ses formes en compagnie d'invités de renom. Aujourd'hui, notre magazine sera consacré à la créolité, un débat contradictoire avec notre invité Dominique Monotuka. Avec lui, nous passerons en revue quelques-unes de ses idées très pertinentes à plus d'un titre. Bonjour Dominique Monotuka. Bonjour Rodolphe Fetier. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans le magazine littéraire. Le mouvement de la créolité, défini en 1989 dans l'ouvrage Éloge de la créolité, signé de Raphaël Confiant, Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau, a beaucoup fait couler d'encre. Cependant, cette notion suscite aujourd'hui encore des réflexions contradictoires. Dominique Monotuka, qui a déjà publié « Adieu le code noir »,« Ne m'appelez pas créole » ou encore « Moun, fini la névrose créole » nous invite à une réflexion où notre imaginaire collectif se définit hors du cadre créole. Dominique Monotuka va même plus loin, affirmant sans embâche que la créolité n'est qu'une bâtarde de l'esclavage et de la plantation, rendant compte en cela d'une vision du monde où l'homme noir, et singulièrement le Martiniquais, se retrouve noyé dans la totalité monde. Brillant avocat, sa thèse de doctorat portait sur le cadre juridique de nos populations, défini selon Dominique Monotuka par le statut d'affranchi, un statut qui ferait de nous légalement des citoyens de seconde zone ou de seconde classe. Une analyse très pertinente qui secoue le cocotier et qui en a bien besoin. Être créole, moun, la question est essentielle en cela qu'elle interroge la part commune de notre patrimoine, nous intimant à l'image d'un Aimé Césaire ouvrant la voie de regarder demain avec dignité. Dominique Monotuka, satisfait de cette présentation et de la créolité et de votre activité? Oui, même si en fait il va convenir en fait de préciser certaines choses, d'entrer en profondeur s'agissant en fait de certains thèmes en fait que tu as développés. Très bien. Donc nous apprenons au tutoiement. Tutoiement, vouvoiement. Tutoiement. Je tiens à préciser que Dominique est un bon ami depuis de très longues années. Où tu es Martinique encore, tu n'étais pas encore parti pour ton doctorat, que nous nous retrouvions et que nous avions déjà de grandes discussions sur la Martinique et sur notre devenir. Absolument. Voilà, donc je suis très heureux, particulièrement heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors bien évidemment, j'ai suivi également la trajectoire de Dominique Monotuka, donc j'ai été mis au courant chaque fois de sortie de livres. Et puis, au fur et à mesure du temps, ta pensée s'est structurée, tes arguments se sont renforcés, toujours autour d'une idée commune qui est un petit peu la refondation de l'être martiniquais. Je me trompe? Pas vraiment, mais surtout, plus largement encore, que l'être humain ne soit plus, je dirais, pris en otage par des représentations racistes, destinées en fait strictement à asservir en fait l'humanité. Donc, il convenait d'interroger ces représentations qui sont là et qui sont souvent instituées, c'est-à-dire en définitive, on est socialisé dans le cadre de ces représentations qui sont défendues dans certaines institutions d'ailleurs. Et donc, il convenait de mener une réflexion, je dirais, scientifique à ce sujet, parce que l'enjeu est important. Il faut se rappeler en fait d'où l'on vient. On vient d'une civilisation libre qui, à un moment donné, à partir du XVe siècle, a vu ses enfants capturés, mis en esclavage, soumis à une représentation racialisée du monde et à laquelle en fait ils devaient se soumettre. Et nous y sommes toujours. Et il convenait en fait d'interroger, d'analyser ces représentations de façon à ce que cette civilisation, les enfants de cette civilisation, ne puissent encore se soumettre à cette autorité instituée finalement, je le disais tout à l'heure au début, autorité instituée parce que cette représentation, elle s'est très rapidement traduite en droit, traduite en comportement social, traduite en système de récompense, parce que selon son rang, conformément je dirais à cette représentation racialisée, en fonction des nuances de couleur de peau, des phénotypes, on avait droit, et jusqu'à présent, on a droit à une certaine valorisation. Et nous voyons les dégâts, parce que le ferment en fait, de ce système de représentation autoritaire, juridicisé, institué, c'est précisément la domination et la division. Et ce système, comme je le dis dans mes ouvrages, en fait, procède de la vision créole du monde. Justement, donc là où vous en venez, là où tu en viens plutôt, tu dis que
toute cette imaginaire imposé, toute cette machinerie qui tend à servir, tu la ranges sous la bannière créole, modèle créole. Tout à fait. Et c'est certainement là où la polémique prend tout son sens. Je ne sais pas si polémique est prise au sens de l'esprit critique hein, et d'échanges, je dirais, sereins. Il n'y a pas de difficulté, mais s'il s'agit en fait, je dirais, d'interpréter en fait ce terme comme signifiant en fait débat d'opinion, eh bien là, je ne m'y reconnais pas. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je parle de vision créole, lorsque je dis que, en effet, tout ceci procède de cette vision, la vision créole, c'est parce que simplement les Occidentaux, à un moment donné, ont eu, suite à leur propre pratique, à nommer cette pratique et à dire, en fait, à lui donner un nom. Et ce nom est précisément créole. Hein, et ils ont inventé des concepts pour signifier ça, créole, créoliser, parce qu'ils disaient en fait qu'il fallait créoliser les afrodescendants, et comme entre guillemets, ce qu'on appelle les Amérindiens, qui ont été asservis dans le système esclavagiste, dans le système colonial, eh bien, ils disaient qu'il fallait les créoliser, c'est-à-dire qu'il fallait les domestiquer. Et créoliser veut dire quoi et nous retrouvons, je dirais, la définition d'abord dans le dictionnaire en fait, de l'époque, hein, la définition de 1836. Voilà, et donc que je cite. Voilà, Babo, exactement, que je cite. Et puis, qui dit, en fait, en effet, créoliser veut dire adopter les goûts et les habitudes du colon. C'est-à-dire qu'en fait, les goûts racistes, en fait, racial, donc racistes, du colon. Hein, et lorsque, en fait, on avait intégré ces valeurs-là, ces goûts-là, ces habitudes-là, on était un créole, on était créolisé. Et donc, qu'il fallait créoliser par conséquent tous les Noirs, hein, tous les afrodescendants, et il fallait créoliser évidemment tous ceux qui s'opposaient au système racialisé esclavagiste. Et puis, juste une deuxième chose, je disais que nous retrouvons ceci notamment le dictionnaire que j'ai cité, une définition très claire, mais surtout, nous retrouvons l'utilisation de ces termes, créole et créolisé, par tant les Blancs qui défendaient le système esclavagiste, donc qui défendaient la créolisation, qui défendaient la culture créole, la culture créolisée, et puis en face ceux qui étaient contre, hein, ceux qu'on appelle les abolitionnistes, je parle des Blancs abolitionnistes qui voulaient en fait voir disparaître le statut d'esclave, eh bien comme Schellcher, comme l'abbé du Goujon ou comme d'autres, eh bien Vallon et autres, eh bien ces gens-là, dans le système esclavagiste, hein, ils parlent, ils écrivent, ils disent, et eux aussi utilisent les mêmes termes pour signifier la même chose. Donc on voit que l'emploi est banalisé et la signification est banalisée. On y reviendra parce que c'est là vraiment le cœur même du débat. Certains disent la polémique. Récemment, donc, vous avez également publié, je dis vous parce que c'est un ouvrage collectif, vous avez publié Résilience ou manipulation, propos critiques et contribution à la réflexion autour de l'intervention des professeurs cyrulniques Charles-Nicolas Bernabé et du psychoclinicien Nuissier le 10 novembre 2012 à l'amphi Michel-Louis au campus de Schellcher. Il y avait donc une manifestation et vous êtes venus, vous et d'autres, à cette manifestation, manifester votre désaccord. Et suite à ça, il y a eu donc la publication d'un ouvrage collectif, Résilience ou manipulation, où justement vous portez aussi à mal le concept de résilience tel qu'il est proposé, notamment par certains groupes. Disons que à l'occasion de ce mini-colloque en fait, organisé par l'association Tous Créoles et d'autres associations, à l'université, en novembre dernier, à cette occasion, il y a eu évidemment des communications hein, de ceux qu'on devait entendre hein, dans leur discours, dans leur argumentation. Et précisément, il y a eu des choses qui ont été dites très fortes et particulièrement infondées, tant scientifiquement que, je dirais, éthiquement. Et par conséquent, ces choses-là étaient adressées au public, et un public majoritairement afrodescendant, et où on venait proposer aux afrodescendants, parce qu'ils étaient analysés, et le discours, en fait, parce que cet ouvrage, il faut bien comprendre, c'est un ouvrage, en fait, je dirais, objectif, en ce sens où lorsque l'argumentation est posée, la preuve en est ramenée. Vous trouverez, en fait, dans les articles, eh bien, des références
lorsqu'on dit en fait que telle personne a dit telle parole, eh bien la parole elle est transcrite, elle est là, elle est très claire, très clairement déclinée. Et donc, qu'est-ce qui ressort notamment dans ceci, c'est dans ce colloque, eh bien c'est que le professeur notamment Cyrulnik, qu'est-ce qu'il dit? Il ne s'agit pas de remettre en cause le concept de résilience. Il s'agit simplement de revoir la méthode, l'approche en fait de notre population à travers ce concept-là. Eh bien, ce qui ressort très clairement, c'est qu'en définitif, eh bien, pour ceux qui ont organisé en fait cette manifestation, ceux qui ont un problème, ceux qui sont, je dirais entre guillemets, malades, ce sont les afro-descendants. Malades d'aliénation? Oui, d'aliénation, oui, malades psychologiquement. Ce seraient donc les afro-descendants? Ce sont les afro-descendants. Et les blancs créoles, en fait, eux, ne le sont pas. Et se posent, je dirais, en victime. Pourquoi? Parce qu'il apparaît, en fait, que ce sont les afro-descendants qui empêchent que la société tourne en rond, qui empêchent que la société vive de manière pacifiée, et qu'il convient, en fait, qu'ils se guérissent. Et vous ne pouviez laisser ça passer. Et pour se guérir, voilà ce qui est proposé, ce qui ressort dans tout ça. Pour se guérir, en fait, eh bien, il faut s'inscrire dans l'oubli, l'oubli du passé, et il faut créer une nouvelle culture. Et la culture qui est proposée et qui ressort manifestement dans tout ce discours, c'est la culture créole. Voilà. Et donc, d'où la créolisation est valorisée dans cette affaire. Évidemment, parce que c'est l'association Tous Créoles qui est à l'origine en fait, de cette manifestation. Donc, nous avons souhaité réagir. D'abord démontrer en effet que ce que je viens de dire est vrai, qu'il s'agit dans le discours en fait tant de M. Cyrulnik que des autres en fait, eh bien que selon ces personnes donc ce sont les afro-descendants qui ont un problème, et deuxièmement qu'ils nous proposent l'oubli, et troisièmement qu'ils nous proposent en fait la créolisation. Alors ceci étant, nous avons démontré, nous avons montré pourquoi c'est inacceptable, pourquoi c'est pas objectif. Et pourquoi, en définitif, il y a une idéologie manifeste et inacceptable dans leur approche. Et puis, deuxièmement, nous avons voulu préciser de manière tout à fait scientifique, c'est quoi la créolisation? C'est quoi la créolisation? Créoliser, c'est quoi? Et pour cela, il fallait justement ne pas avoir la posture de l'oublieux, mais bien au contraire de celui en fait, qui va dans les archives, qui va dans l'histoire et qui démontre en fait, que ce que ceux-là disent est faux et qui rapporte en fait, tous les éléments nécessaires, objectifs, permettant définitivement je dirais, en tous les cas pour le moins sur un plan scientifique, de régler, je dirais, cette méconnaissance au sujet de ce qu'est la créolisation. Là, on s'adresse particulièrement à l'auteur, au chercheur, mais tu es également avocat et tu te retrouves donc sur le terrain à défendre des hommes ou des femmes. Là, c'est aussi la même motivation que de redonner à l'humain une forme de dignité, retrouver une paix, une place dans la société. C'est ça le rôle de l'avocat? C'est comme ça que tu considères ton métier? Oui. Alors, c'est moins mon métier qu'une passion? Ma perception et ma conviction. Le métier, je ne suis pas avocat tout le temps, donc j'ai d'autres activités. Et dans toutes mes activités, je défends, je dirais, cette même conception que je défends à travers mes écrits. C'est-à-dire que, eh bien, l'être humain n'est pas un objet. L'être humain n'est pas un instrument au service en fait, des plus forts, des plus puissants. Et qu'il convient en fait d'en préserver la dignité pleinement. Et que pour ce faire, l'ordre juridique qui dit qu'il est et qui lui donne des droits et des devoirs, et des obligations aussi, et bien que cet ordre en fait ne définisse pas cet être humain comme pouvant être un être inférieur à d'autres êtres humains. Et en l'occurrence, c'est ça la problématique en fait du juriste que je suis, de l'avocat, à laquelle en fait je suis confronté. C'est là le cheval de bataille. Oui. Lutter contre les inégalités inhérentes à notre société. Oui, inhérentes à la société. Qui font de certains une seconde zone d'autres. Exactement. Et donc il faut se rappeler en fait que tu disais tout à l'heure en amont que j'ai fait une thèse de doctorat
dans laquelle, en fait, j'ai fait la démonstration que nous avions le statut d'affranchi jusqu'à présent. Ça sous-entend qu'aujourd'hui encore, les Martiniquais que nous sommes, au regard du droit français, sont considérés comme des affranchis? Absolument. C'est ça. Le statut d'affranchi n'est rien d'autre que le statut d'assimilation juridique. Il faut juste une courte précision. Voilà, une courte narration pour pouvoir, en fait, un retour historique pour arriver à nous. Le Code noir a été organisé de façon à soumettre les afrodescendants. Code noir 1685. 1685, voilà, Louis XIV, sous Louis XIV. Bon. Pour pouvoir, de manière, et ils le disent très clairement dans ce texte-là, dans l'introduction, il faut que l'objectif, c'est que ça se pérennise éternellement. Voilà. Que la domination sur les afrodescendants se pérennise. Et ça a été fait pour ça. Et donc, pour ce faire, ils ont prévu 3 statuts fondamentaux pour les afrodescendants, strictement. Le statut d'esclave, juridiquement un esclave, en droit, voilà. Donc, dorénavant, l'individu va se comporter en esclave. Deuxième statut, meuble. L'individu va se comporter en meuble. Dans certaines situations, il sera soit meuble, soit esclave. Et puis, dans certaines situations, l'afrodescendant sera un affranchi. 3 statuts qui sont réservés aux afrodescendants et que, à nul moment, en fait, le blanc ne supportera. Voilà. Donc, il ne sera pas socialisé selon ni un meuble, ni un esclave, ni un affranchi. Voilà. Donc, le droit est très clair là-dessus. Et donc, nous voici versés dans cette pratique-là. Et qu'est-ce qui caractérise ces 3 statuts? C'est précisément, notamment, l'incapacité de ces individus à légiférer. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette capacité-là. Ce sont seulement les Blancs qui ont la capacité de légiférer. Voire en leur nom. Oui, mais précisément, en leur voix et leur nom. Ils ont institué leurs affaires, ils gèrent leurs affaires. Et donc, par contre, l'affranchi peut avoir des esclaves. L'affranchi peut être très riche. Ça ne pose pas de problème. Mais il ne décide pas de l'ordre juridique dans lequel, en fait, il se trouve. Et c'est l'autre. Et voilà. Et donc, nous en sommes aujourd'hui encore à cette et voilà. Et qu'est-ce qui se passe en 1848? En 1848, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il est, de par, en fait, la situation révolutionnaire chez les Noirs, il se passe en fait que l'État français sera contraint d'abolir 2 statuts, le statut d'esclave, le statut de meuble. En 1848. En 1848, et va généraliser le statut d'affranchi à tous les afrodescendants. Mais quand, en 1848, l'homme noir passant d'esclave ou de meuble ou même d'affranchi à citoyen français, il est intégré de fait dans le droit commun français. Oui. Il perd certainement le statut d'affranchi à ce moment-là, non? Non, précisément, mais c'est le statut, la loi le décret de 1848 dit exactement ça. Nous avons le statut d'affranchi, on nous a affranchis. Oui, nous sommes affranchis, mais nous devenons des citoyens français. Oui, mais le concept de citoyen français est une chose. Mais ce qui est important, c'est par exemple, si lorsque je suis avocat, je prends l'identité, je suis un avocat, etc., je dois respecter, je suis agi en quelque sorte, en tous les cas, j'ai des repères juridiques, j'ai des obligations propres à mon statut d'avocat. D'accord? Et ça vaut pour chaque métier. Eh bien, pareil, lorsqu'on est affranchi, il y a des choses qui sont propres à ce statut-là. Et donc, au-delà de citoyen pas citoyen, il y a ce qui est propre à l'affranchi. Et donc, c'est ce qui caractérise l'affranchi, c'est précisément son incapacité à légiférer, hein, pour aller vite, et je crois que c'est... Pour son compte propre. D'une manière générale, il ne peut pas, il n'en a pas le droit. Il n'en a pas le droit, d'accord? Par contre, il peut assister celui qui a le droit de légiférer. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut venir et faire pareil que l'autre. Mais il ne peut pas faire autrement. Et pourquoi? Parce que pour une raison simple. Depuis, ça a changé. La situation a changé. Absolument pas. Absolument Nos élus peuvent bien aller en France, oui, dans l'Hexagone, oui, et proposer une loi qui est acceptée ou refusée. Ah, mais voilà, tu dis la même chose, qui accepte ou refusée. Ce que, en réalité, ce qui va se passer, juste pour arriver à ce que tu veux dire, qui est très important. Ce qui va se passer, c'est quoi? 1848, tout le monde est affranchi. Et durant toute la deuxième moitié du 19e siècle,
nos élus vont utiliser ce terme, hein, vont faire référence pour dire notre statut, ils vont faire référence au Conseil général, ils vont faire référence au Code noir, ils vont faire référence au statut d'affranchi, ils vont dire voilà, et le statut d'affranchi, ils vont l'utiliser comme l'équivalent de l'assimilation juridique, et pour tout le monde c'est clair. Donc le statut d'affranchi est synonyme d'assimilation. Mais ce qui va se passer, ils vont dire en effet que il n'y a pas le respect du statut d'assimilation que le statut d'affranchi offre. Voilà. Et donc, ils vont vouloir, en fait, en effet, voir l'État français, je dirais, respecter le statut d'affranchi, donc respecter l'assimilation juridique pleinement. Et ils vont se battre pour ça, ils vont faire référence, comme je disais, au Code noir, au statut d'affranchi pendant tout le 19e siècle. Et puis, au début du 20e siècle, on va voir en fait disparaître en fait dans le discours, au fur et à mesure, le discours en fait de statut d'affranchi, du Code noir. On utilisera seulement le concept d'assimilation parce que en effet c'est moins brutal. Hein, on veut oublier jusqu'au concept de départementalisation. Oui, mais qui est, rappelle-toi ce que Messier a dit. Il trouvait trop humiliant le concept d'assimilation. Il a créé un synonyme, hein, un euphémisme. Départementalisation, mais ça n'a pas changé la définition ni la situation. Tout à fait. D'accord, donc il faut bien comprendre ça. Qui veut dire qu'en fait que... et lorsque Césaire dit ça, il veut dire quelque chose. Il veut dire en fait que mais comment on peut traiter des êtres humains? Comment on peut donner le statut d'assimilation à des êtres humains? C'est les effacer, c'est les gommer, mais bien sûr, c'est ça. Les ignorer. On est encore dans le statut, on est encore dans le Code noir. Et donc il le sait très bien, hein, à la mesure en fait de la connaissance qu'il a. Hein, mais il n'est pas le seul. Qu'est-ce que ça change pratiquement aujourd'hui dans notre quotidien, ce statut d'affranchi que nous porterions encore? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous ne sommes pas maîtres chez nous? Une chose, mais nécessairement par définition, c'est un système qui instrumentalise l'être humain. Hein, voilà, c'est fait pour ça. Bon. Et inscrivant nos populations dans l'oubli et lui donnant justement des compensations, un système de compensation, eh bien, cet aspect passe, on sent le malaise. Hein, voilà, en 2009, on connaît pendant toute la... tous les jours, d'ailleurs il n'y a pas longtemps, on écoute nos députés, ils sont dans cette logique, on écoute nos partis, ils veulent la responsabilité, ils veulent exister, etc. On est dans cette réalité-là évidente. Donc ça renvoie au statut d'affranchi, ça renvoie au système d'assimilation qui est dénoncé par-ci, par-là, etc. Voilà. Donc c'est juste en fait le travail que j'ai fait permet de comprendre de manière tout à fait objective comment ça procède et pourquoi on est dans ce malaise, et puis aussi de savoir aussi finalement comment sortir de ce malaise. Alors, ce que ça change, eh bien, ça change en fait que, eh bien, la configuration du corpus juridique évoluerait autrement, serait autre. Je donne un exemple. Lorsque, en 2001 par exemple, hein, la loi 21 mai 2001 qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Voilà, comme étant un crime contre l'humanité en 2001. Qu'en 2001, et après mettre combat d'associations, d'individus, etc., d'individualités, de personnalités, voilà. Eh bien, ça démontre quoi? Ça démontre en fait qu'il y avait une résistance à reconnaître en fait qu'il s'agissait d'êtres humains véritables, etc. Sinon, il n'y aurait pas eu à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas eu de difficulté à reconnaître en fait c'est un crime contre l'humanité, ils ont inventé le concept, etc. Donc il y a une résistance. Eh bien, on voit bien que l'émergence de cette humanité, voilà. Mais ça a des implications, parce que reconnaître que nous sommes des êtres humains pleinement et entièrement par une certaine loi signifie pas que tout le système juridique s'est conformé à ça. D'où le combat maintenant que bien, cette reconnaissance est application. Et tu sais très bien en fait que eh bien, le 5 février 2013, il n'y a pas longtemps, il y a le Conseil d'État, pas le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour de juridiction de l'État français qui a jugé dans le cadre suite à l'affaire Hugues Despointes, voilà. Il avait sorti des propos racistes et apologiques en fait du crime contre l'humanité et qui avait été condamné en première instance devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France
et qui a été, condamnation qui a été confirmée et renforcée par la Cour d'appel de Fort-de-France, eh bien, appel a été fait, un recours auprès de la Cour de cassation a été fait par M. Hugues Despointes, et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un arrêt du 5 février 2013 de la Cour de cassation, et qui de manière, je dirais, tout à fait autoritaire et sans qu'aucune des parties dans l'affaire ne développe ce type d'argumentation, tellement ça ne peut pas être développé, mais la Cour de cassation a dit que cette loi n'a aucune valeur, hein, c'est ça en définitive, n'a aucune valeur, n'a pas de force de loi, n'a pas de force normative, et que par conséquent, on ne peut rien faire avec cette loi. Cette loi, elle est déclarative, voilà, elle vaut rien. Et donc, ce qui... La loi de 2001, pardon, oui, j'ai pas précisé. La loi de crime de reconnaissance. Qui reconnaît le crime contre l'humanité, à partir de laquelle, en fait, et sur la base de laquelle Monsieur de Jam avait été... C'était un zoo, c'était un zoo alors. Voilà, c'est pas tant loi, c'est un zoo. Or, premièrement, ce n'est pas de la compétence de la Cour de cassation. Hein. La loi a été promulguée, hein, votée, promulguée. La Cour de cassation ne peut pas dire en fait que la loi n'existe pas. C'est une première chose. Mais deuxième chose, il est manifeste que la loi est normative. Donc, à plus de titres. Bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est une négation absolue, idéologique, qui n'est basée sur aucun fait juridique, mais juste en fait sur l'autoritarisme, pour empêcher l'émergence précisément de cette humanité et que nous savons qu'il nous refuse. Et c'est aussi... Il y a une plainte qui a été déposée, hein, je rappelle qu'il y a une plainte qui a été déposée par 3 associations. J'ai la plainte ici. Le Mouvement international pour la réparation d'Imir, Martinique. Le collectif, deuxième association, donc le Mouvement international pour la réparation d'Imir, Martinique, est basé en Martinique. Le collectif des fils et filles des Africains déportés, dit COFAD, qui est basé à Paris. Et puis, plus précisément à Villiers-sur-Marne. Et puis, le Mouvement pour une nouvelle humanité, dit MNH, basé à Paris. Motocréno. Voilà, qui ont porté plainte pour dire, et de manière tout à fait objective, la plainte, on peut en voir au moins des extraits sur Internet. En tous les cas, il n'y a pas de difficulté pour la voir. Eh bien, la démonstration est faite très clairement de la dimension idéologique et finalement raciste de cette décision. D'où pourquoi ces associations. Donc il y a un collectif d'avocats qui assistent en fait ces parties civiles, ces associations dans leur démarche. Et la démonstration est faite de ce que je viens de dire, qui aboutit à quoi? À ce que cette plainte demande à ce qu'il soit constaté en fait qu'il y a une discrimination raciale, et puis pas seulement ça, la discrimination raciale, parce que simplement en fait pour certains le crime implique des sanctions, et puis pour d'autres populations, le crime n'implique aucune sanction, il n'y a aucune protection. Et donc d'où la deuxième chose, un deuxième délit commis par ces magistrats, c'est incitation à la haine raciale, à la discrimination raciale. Et donc le deuxième délit, premier délit, discrimination raciale, hein, parce qu'ils ont commis cette discrimination. Deuxième délit, cette discrimination qu'ils ont commise entraîne une incitation à la discrimination, puisque les autres maintenant peuvent dire en fait, voilà. C'est un peu pour illustrer ça, Le Pen qui pourrait alors venir et dire en fait, tenir un discours apologique du crime contre l'humanité issu de la Deuxième Guerre mondiale, et puis il sera puni comme il a toujours été puni lorsqu'il s'agit de ça. Et puis, c'est même Le Pen qui viendrait tenir des discours apologiques au sujet du crime relatif à la traite et à l'esclavage, et puis qu'il pourra tout dire sans jamais être inquiété. Très bien, l'analyse est très pertinente, d'autant qu'elle rajoute de l'eau à ton moulin, et à l'analyse que nous portions juste avant. C'est dans ce contexte-là qu'il faut considérer le statut ou la notion du statut d'affranchi. Absolument. C'est dans ce manque de droit ou d'égalité. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est institué. Ce manque de droit est institué. Mais il s'avère en fait que on comprend que ces mots peuvent gêner certaines oreilles, mais pour autant, l'analyse est stricte. Est stricte, objective, scientifique, et personne ne peut contester cette évidence. En ta évidence. qualité d'avocat et de docteur en droit,
ce sont des questions qui t'intéressent au premier chef. On passera en seconde partie d'émission, on parlera plus directement des ouvrages. Moon, Fini la névrose créole, et puis Résilience aux manipulations, le dernier. On se retrouve juste après notre page musicale, à tout de suite. Tout ça ou les, demandez-moi baisser tête moi, Amazon moi élevé, et c'est bien Amazon moi que te, qu'à parler sans calculer, n'ayez pas orgueil ni parole, pas essayer de moi descendre, je sais qui côté moi qu'à aller. Amazon, moi qui rete, Amazon, moi les rete, Amazon, c'est ça moi y touche pas, moi les rete, moi qui rete. C'est ça, moi y touche pas, moi qui arrête. Vous qui font votre bataille, oubliez ma tête dans ces femmes vaillantes. Bâti la vie on les affaires, mais pas bâti la vie on les en moon. Amazon on travaille, Amazon on la vie. Gardez mon en mi-tanzier, l'amour et puis dignité, c'est ça la vie. Amazon, moi qui arrête, moi les arrête. C'est ça, moi y touche pas, moi les rete, moi qui rete, moi les rete. C'est ça, moi y touche pas, moi qui rete. Voilà Amazon de Joël Ursule, un titre que l'on prend toujours plaisir à écouter et à regarder, un succès en son temps et aujourd'hui encore. Retour donc dans notre magazine consacré à la créolité aujourd'hui, un débat contradictoire avec notre invité Dominique Monotuka. Nous passons en revue quelques-unes de ses idées très pertinentes à plus d'un titre. Et durant le clip, nous étions donc en train d'aborder la seconde partie d'émission.
Et cette question nous semble importante à partager. La question concernant le rôle aujourd'hui de l'intellectuel martiniquais et de non seulement de son rôle, mais aussi de sa position entre un gouvernement, enfin une gouvernance qui est hors les murs, qui est outre-Atlantique, en France, en métropole, dans l'Hexagone, une population ici martiniquaise qu'on définit comme une population aliénée et qu'on dit qu'elle ne sait pas trop ce qui se passe, elle ne réagit pas trop à aux décisions qui se prennent en dehors d'elle. Et puis un système politique qui semble jouer le jeu des deux parties, pris entre un peuple qui réclame et un gouvernement qui impose. L'intellectuel, dans ce contexte-là, semble avoir une position quelque peu délicate. Quel est ton point de vue? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par intellectuel. Bon, j'en donnerai une définition, je dirais, de circonstance pour qu'on se comprenne. Moi, j'entendrais par intellectuel quelqu'un qui s'inscrit dans une posture scientifique et donc qui prend une distance vis-à-vis de l'émotionnel, vis-à-vis des idéologies qui sont toutes choses capables, je dirais, d'empêcher celui dit intellectuel à se maintenir en fait dans le courage nécessaire consistant en fait à dire et à rapporter ce qui est et non point en fait ce qui n'est pas pour faire plaisir aux uns aux autres ou pour se faire soi-même plaisir, parce qu'en effet il vaut mieux ne pas cacher, etc. Moi j'entends, pour moi l'intellectuel c'est celui en fait qui a cette posture scientifique et qui va et qui dit voilà c'est ça. Après chacun idéologiquement se positionne, c'est leur affaire, voilà, mais voilà ce que et donc qui rapporte ça tant à la population qui est intéressé par cette connaissance, que, je dirais, aux non-politiques, c'est ce que je voulais dire, pas aux non-politisés, mais aux non-responsables politiques, et puis aux responsables politiques aussi. Et donc voilà, et chacun se positionne. Alors voilà le rôle de l'intellectuel dans la société. Et je crois que la vérité libère. Et donc, qui veut dire que, eh bien, lorsqu'on est dans une société qui est la nôtre, et qui est particulière parce que c'est une société qui a subi, continue de subir, en fait, je dirais, l'approche coloniale de plein fouet. Je m'explique. Ce qui caractérise le système colonial, c'est précisément le mensonge institué au sujet de la question de savoir qui sont les colonisés. Le mensonge est institué, c'est-à-dire qu'il est institué que ce sont des êtres inférieurs. Et en conséquence, il est institué qu'ils n'ont pas d'histoire, ou sinon leur histoire, si elle existe, on va cacher cette histoire, on va la gommer. Il est institué en fait que ces individus-là doivent être amnésiques, ne doivent pas connaître en fait leur passé, qui ils sont, et doivent avoir des réponses faussées. Donc c'est ça qui est institué. Et qui fait que, c'est pour cette raison que je parle de la trajectoire de notre histoire. Eh bien, qui fait que Vous employez d'ailleurs, en fait, tu emploies par un mot très intéressant, un groupe de mots, tu parles de prédation patrimoniale. C'est la position du colon vis-à-vis du colonisé. Il est en état de prédation patrimoniale, c'est-à-dire qu'il va lui prendre tout ce qu'il peut, et jusqu'à sa condition ou sa représentation même de lui. Exactement, tout à fait. Il va s'approprier tout ça. Il va s'approprier la représentation avec laquelle, en fait, Dean, qu'il a trouvé. L'image de soi-même, il va la récupérer, il va la travailler, il va lui restituer une autre image à travers les institutions, l'école, etc., etc. Il va s'approprier aussi de ses biens, force physique. La force physique aussi, mais aussi ses biens matériels. La terre, le ciel, etc. C'est un genre de cyclone, quoi. Ah oui, ravager et tout ça. Et puis, donc il y a une instrumentalisation, c'est de la prédation. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre n'existe pas pour ce qu'il est. L'autre existe en fonction pour ce qu'il représente. Non, pour ce qu'il représente pour le colon. Et donc, c'est une instrumentalisation radicale de l'être humain. Une négation. Tu dis, en préambule de ton ouvrage Moon, fini la névrose créole,
À l'instar de notre civilisation, la civilisation européenne, dite encore occidentale, a son paradigme que constitue sa propre vision du monde. Absolument. Comme toute civilisation, elle a sa propre représentation métaphysique du monde, sa propre perception de la nature ultime des êtres, de l'univers et de sa représentation métaphysique du monde se trouve bien sûr, comme dans la nôtre, centrale, la perception métaphysique qu'elle a de l'être humain tangible. Le regard que porte le colon sur l'autre est déjà... C'est un regard particulier qui lui est propre. Et donc, qui infériorise. Oui, qui infériorise et il faut interroger ce regard. Et ce regard, la démonstration qui est faite dans cet ouvrage, c'est que précisément ce regard, il a cette civilisation-là avant la colonisation à partir du XVe siècle. Ce regard, cette civilisation l'a appliqué à elle-même, à des populations à l'intérieur de sa propre civilisation. Ce regard a été appliqué à dans d'autres civilisations, y compris les Noirs, les Afro-descendants, les Amérindiens, etc., tout ce que, voilà, entre guillemets, etc. Et ce regard, c'est précisément ce regard qui va servir en fait de prisme, prisme pour pouvoir analyser les religions. C'est pour cette raison que la religion va elle-même être raciste. Voilà, voilà. C'est pour cette raison que l'anthropologie va être raciste. C'est pour cette raison que l'histoire va être raciste, etc. etc. Et donc jusqu'à présent, toute la machine est raciste. Et donc, ça nous permet de revenir en fait à cette fameuse vision du monde de la civilisation occidentale, et qui est une vision plurale de l'humanité. Pour la civilisation occidentale, il y a plusieurs natures humaines, il y a plusieurs espèces humaines, il y a plusieurs essences humaines. Et donc, c'est cette vision-là accompagnée depuis non, et c'est cette vision que cette civilisation a appliquée d'abord à des Blancs, à l'encontre des Blancs, et c'est cette même vision qui va venir s'appliquer à d'autres populations, y compris des populations africaines, etc., asiatiques, etc. Et tu dis donc, dans ton analyse, dans Moun Fini la névrose créole, tu dis que la vision africaine du monde n'est pas du tout une vision racialisée. Absolument. Ça, c'est la vision. Et donc, ils vont nommer, les Occidentaux vont à un moment donné nommer cette représentation, ils vont l'appeler... ils vont désigner celui qui incarne en fait cette représentation créole, le blanc créole. C'est le colon d'abord, voilà. Et tous ceux et tous les noirs qui vont être eux-mêmes aussi. Donc le créole, c'est en fait celui qui est partenaire même de la colonisation. Instrument, partenaire. Qui s'accorde à fonctionner, à reconnaître, à valoriser les valeurs en fait de cette vision plurale de l'humanité. Et donc, tant le noir que le blanc, s'ils sont tous les deux, je dirais, partenaires actifs de cette vision du monde, et bien, le noir, dans cette vision du monde, et bien, va se positionner et va, je dirais, dorénavant, analyser le monde à travers ce prisme. Donc, analyser l'humanité à travers ce prisme. Et donc, la hiérarchisation, parce qu'il y a un mécanisme tout simple qu'il faut connaître. C'est qu'à partir du moment où il y a deux natures humaines, à partir du moment où il y a nécessairement hiérarchisation, classification. Et donc on voit bien qu'en fait qu'il est impossible pour celui en fait qui conçoit qu'il y a plusieurs natures humaines, qu'il y a plusieurs races, que cet individu ne soit pas raciste en fait, un comportement, un discours raciste, même si c'est valorisé, etc. C'est impossible. Et tu vas loin dans ton analyse puisque tu dis que par essence, par définition, l'Africain n'est pas raciste. Oui, alors... Et à l'inverse, l'Européen, par définition, je parle de la vision du monde de la civilisation européenne est une vision raciale, donc par conséquent raciste. C'est une vision raciale parce que c'est une vision qui dans sa conception métaphysique, reconnaît la conviction qu'il y a plusieurs natures humaines. En Afrique, non. L'Afrique, non. La vision africaine du monde, non. Et c'est pour cette raison que... Et l'Afrique aussi, les Noirs aussi, ont nommé leur vision du monde. Et le terme, en fait, un des termes en fait, qui ressort manifestement, c'est le terme de Moun ou Muntu. Ça veut dire personne humaine voilà, dans notre langue martiniquaise, voilà, et qu'on retrouve en Afrique, dans la langue Muntu, et puis bon, mot décliné en moto, etc. Bon, voilà. Et ça. Et en Moun, c'est quoi un Moun? En Moun, en fait, c'est que. En Moun, c'est l'expression, c'est la manifestation
à travers, c'est le mot, le concept qui renvoie, qui exprime, qui représente la vision du monde de la civilisation noire et dont la perception métaphysique est il y a une seule nature humaine, une seule espèce humaine. Ça, etc. c'est important. Ça, la vision africaine, donc, serait plutôt il y a une seule vision du monde, il y a une seule nature humaine. Voilà. Tout le monde c'est monde. Tout le monde c'est monde, et c'est pour ça nous a dit ça, etc. Et ça veut dire beaucoup de choses, mais jusqu'à alors présent, que pour Européens, c'est moins avant. oui, ça dit qu'en fait. Si monde c'est monde, moins avant. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Hein. C'est que cette vision-là c'est pas une vision liée à l'être de l'individu. Hein. C'est lié à une capacité de production. À sa, oui, et à sa perception métaphysique, à son identité. C'est-à-dire, en fait, lorsque un noir, lorsque je dis que je suis un noir, et lorsque l'autre en face, qui est un blanc, dit qu'il est un blanc, on ne dit pas la même chose. Scientifiquement, on peut analyser comme objet qu'est-ce qu'un blanc et qu'est-ce qu'un noir. Et on constate que ce n'est pas la même chose. Par exemple, des éléments manifestes en fait, qui permettent de constater qu'on ne dit pas la même chose et qu'il conviendrait en fait, d'étudier ça. Et c'est là qu'on constate en effet qu'il y a une vision plurale de l'humanité et puis l'autre qui ne l'est pas. Eh bien, je cache ma tête, etc. et je mets juste mon bras. Et puis je prends un bras très clair de peau, très très clair de peau. Et il y a un blanc et un noir là, en face. Et je dis au blanc, est-ce que c'est un blanc? Il me dira non. Il me dira non, tout spontanément, parce que la couleur n'intègre pas, l'identité blanche n'intègre pas quelqu'un de cette couleur. Même clair, même presque blanc. Là, je parle de la couleur, la peau foncée. D'accord. La peau foncée, on voit bien que l'identité blanche ne peut pas intégrer quelqu'un de la peau foncée en elle. Voilà. Par contre, pour le noir, il n'y a pas de problème. Hein, oui, ça peut être un noir, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et pour la peau très claire, le blanc dira, lorsqu'on lui pose la question, il dira, oui, ça peut être un blanc, puisqu'il a la peau qui renvoie, etc. Et le noir, donc ça veut dire que l'identité peut intégrer quelqu'un de cette couleur. Et puis le noir va dire, eh bien, ça peut être un noir. Et on voit bien en fait que le noir, l'identité noire, intègre sans difficulté les deux couleurs, toutes les nuances de couleur de peau, tandis que l'identité blanche ne peut pas intégrer. Elle est exclusive. Voilà, elle est exclusive. Et donc ça a des implications. Ça a des implications, ça veut dire qu'en fait qu'on voit bien qu'il y a une identité qui est incapable d'intégrer une partie de l'humanité. Et ça, c'est objectif. Je veux dire, on peut étudier ça scientifiquement dans sa signification métaphysique, dans sa signification sociale, dans son implication sociale, psychologique, politique, juridique, etc. Et donc, la vision plurale de l'humanité qui renvoie à plusieurs natures humaines, c'est cette perception métaphysique, et bien c'est la perception de la civilisation blanche. Et ça se traduit à travers des exemples très concrets encore. Lorsque, eh bien, le blanc fera un enfant avec un noir ou une noire, et puis l'enfant sortira, par exemple, voilà, l'enfant est né. Eh bien, tu verras qu'en fait, qu'il y a parce que la vision de l'Occident est plurale, il y aura toute une série de concepts qui vont naître pour dire ces mélanges de races. Parce que ces deux êtres, vu que c'est exclusif, ce sera deux natures qui vont. Et donc, ça ne peut pas être un blanc, ça sera un autre être, donc on va dire un métis, et d'où toute cette conceptualisation, carteron, mulâtre, etc. Et ça, c'est le prolongement de la vision créole. D'accord? Et c'est dans ça qu'on nous a plongé durant la période d'esclavagisme coloniale, et nous y sommes toujours. Alors, le combat faisant, il y a un certain nombre de concepts, les griffons, les mamelouks, qui ont disparu. Mais il en reste d'autres, parce que simplement, on n'a pas encore désinstitué en fait, la vision. Et selon la vision africaine du monde, tout le monde, c'est monde. Ce serait des mondes. Voilà, exactement. Plutôt que des mamelouks, des carterons, absolument, des ci ou des absolument. Mais ça aussi, ça se décline. Ça se décline en concept. Parce que c'est la vision, donc je vois le monde ainsi, ça se décline en concept. Et le concept de moon, en fait, existe déjà. Donc dans cet ouvrage, je le manifeste, on voit bien le concept. Et puis, il y a l'effort fait dans cet ouvrage de décliner ce concept en droit. Parce que
l'égalité dans un contexte créole, où il y a plusieurs natures humaines, n'est pas l'égalité dans un concept moun. Dans une situation moun, l'égalité, c'est deux réalités juridiques totalement différentes. En réalité. Et c'est précisément ces deux visions du monde qui se sont confrontées depuis la période de l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour cette raison qu'il dit qu'il fallait nous créoliser. Il fallait qu'on adopte les valeurs, en fait. Il faut quand même préciser que créoliser au moment de l'esclavage, en plein esclavage, c'est comme placer des individus dans une zone de tempérance, d'adaptation, d'acclimatation. On se créolise quand on se familiarise avec les pratiques, les techniques, racistes, les valeurs de la société, de la plantation et de la plantation avec toute sa de la société en général. Voilà, avec toute cette dimension symbolique. La symbolique, en fait, on a vu les concepts identitaires. La symbolique aussi au niveau de récompense, des valorisations. Je veux dire, en fait, en fonction de ta couleur, eh bien, tu reçois une certaine récompense. La symbolique aussi, à travers les dictionnaires, eh bien, on voit bien, en fait, quelle civilisation était située et apparaît, en fait, supérieure, etc. La symbolique dans le vestimentaire, la symbolique par exemple, dans le contenu de l'éducation, hein, dans les relations, dans l'estimation de soi. Donc il y a tout un système de représentation créolisé, créolisant, et on y est. Et qui fait que, eh bien, cette créolisation se manifeste. L'individu, le noir créolisé, eh bien, il va dire, en fait, par exemple, je cite dans cet ouvrage, Résilience, voilà, où j'en parle. Par exemple, l'émotion est nègre comme la raison est hélène. Hein, c'est Senghor qui le dit. Voilà. Ceux qui n'ont rien inventé, hein, c'est Césaire. Ceux qui, par exemple, peau noire masque blanc, on retrouve ces Fanon justement, peau noire masque blanc, etc., etc. Tout ça, ce sont des formalisations, des expressions, des représentations de l'état créole, créolisé de l'individu. Et c'est tout ça qu'on a combattu. Et donc, pour dire en fait qu'il convient de bien saisir qu'il est possible de manière tout à fait scientifique, objective, de répertorier dans tous les domaines de la science, de répertorier l'expression de la vision créole, et puis ses conséquences et sa capacité à diviser, à détruire, à opposer. Parce qu'en définitif, le créolisé, qu'est-ce qu'il propose? Il propose la paix des races, c'est-à-dire une paix impossible, puisque la paix des races est bâtie sur la division. D'autant c'est une paix impossible. Il intègre la paix des races dans un système qui ne lui est pas favorable. Oui, mais oui, c'est un système favorable, puisque le système est créolisé. Je veux dire, si on parle de la base, l'Africain arrivant sur la plantation à qui on propose la créolisation, c'est-à-dire une adaptation douce, le système dans lequel lequel il va s'adoucir n'est pas du tout à son avantage. Absolument. Il va s'adoucir sous l'esclavage. Absolument, exactement. Donc oui, parce que c'est la prédation. Un bon nègre créole, selon ta définition, un bon nègre créole, c'est un bon nègre tout court. Oui, mais ce n'est pas ma définition. C'est la définition proposée par ton argumentation. Non, c'est le discours des colons qui le disent et que je rapporte de manière tout à fait objective. C'est pas moi qui ai dit c'est quoi être créolisé. Tout à fait. C'est pas moi qui ai dit ces choses. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te taxe d'amalgame entre cette situation particulière qui était celle de l'esclavage et puis la situation de la société martiniquaise aujourd'hui? Est-ce que c'est cette position créole que tu définis comme une position de l'acceptation, du compromis, est-ce que cette position créole est aujourd'hui celle adoptée par les Martiniquais de manière visible? Alors, de quel Martiniquais dont tu parles? Parce que tous les Martiniquais ne défendent pas la créolisation. Bien au contraire, il y a beaucoup de Martiniquais qui aujourd'hui savent ce que c'est et combattent en fait ce système aliénant, mensonger de prédation. Donc, cependant, je peux parler de ceux qui continuent à vouloir en fait défendre ça. Comment? Pas ça. Pas ça. Donc, ce que
On me sent traite, on traite à la nation, tout ça. Non, En valorisant l'identité créole, je suis donc de l'autre côté du sentier, si finalement pas tant que ça. La petite lumière verte me signale qu'on atteint la fin de l'émission, il doit nous rester quelque chose comme 5 minutes. 5 minutes, mais je peux donc, en tout cas, répondre à ça. En sortant de la boutade, donc la créolité aujourd'hui est toujours, selon toi, à mettre à l'index. Non, mais c'est que ça n'a pas changé. C'est qu'il faut comprendre une chose. C'est que lorsque les colons ont lancé le processus de colonisation pour que justement nous rompions avec notre vision monde, parce qu'il s'agit de ça. Lorsque les colons nous disaient il y a plusieurs natures humaines et que nous sommes des êtres inférieurs, nous disions non, il y a une seule nature humaine, etc. Et c'est tout le combat pendant. C'est notre civilisation qui a civilisé cet espace américain. Il faut le savoir, historiquement, c'est clair, c'est net. C'est nous qui avons combattu cette vision plurale. Et jusqu'à présent, qu'on aille dans les Amériques, dans les pays lusophones, dans les pays hispanophones, dans les pays anglophones ou francophones, on retrouve en fait ces deux forces qui se battent toujours. Et on y est, d'ailleurs, on est dans le débat. Et donc, il s'agit de ça. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, les afro-descendants créolisés, une fois créolisés, viennent à faire l'apologie de la créolisation en présentant ça comme une bonne chose, etc., comme un espace de paix, regarde, etc. Mais évidemment que le créolisé en face du colon est bien plus intéressant. Pourquoi? Parce que précisément, il est pacifié. Il est pacifié. Et je me permets de lire juste un petit passage pour bien comprendre ça, parce qu'il est important de savoir ça. Et c'est là-dessus que nous allons conclure. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Henri Vallon. Nous sommes dans la société esclavagiste, nous sommes dans l'année 1800. Voilà ce qu'il dit. Il y a, je le reconnais, des différences entre le nègre de traite et le nègre créole. Le nègre de traite, celui qui vient d'arriver. Différence dans les formes, différence même dans la valeur. 2 points. Où le nègre créole, où le nègre de traite valait 200 francs, le nègre créole pourrait en valoir 1200. Qu'est-ce à dire? Il faut répondre pourquoi. Il vaut mieux comme instrument, sans doute. Il a été dressé au travail. Il vaut mieux comme animal, il s'est acclimaté. Mais vaut-il mieux comme homme? Félicitations, j'ai plein d'autres. Voilà. Bien. Donc c'est très significatif, c'est dire en fait que le nègre créolisé fera l'apologie du crime. Et il ne s'en rend pas compte parce que, rappelle-toi ce que je disais, le système est bâti sur l'oubli. Donc il arrive et il trouve un système de valorisant, de paix raciale en fait, et il est là, il valorise et il est dans l'oubli. Et c'est pour cette raison que ceux qui défendent la créolisation aujourd'hui, lorsqu'on leur demande mais où est votre base en fait, je dirais argumentaire, scientifique, etc. Il n'y a rien, il n'y a que de l'opinion, il n'y a que voilà, je pense que mais c'est pas suffisant. Et on voit bien on comprend bien pourquoi ce ne sont que des littéraires souvent qui se sont vautrés dans l'imaginaire. Et ça n'a rien de la rigueur scientifique. Faut dire autre chose par là parce que nous quand virer ici parce que ce thème on pourrait en débattre et absolument. À mon avis même si certains prétendent que nous sommes à l'opposé toi et moi j'adore cette discussion parce qu'elle ramène de l'eau à nos moulins et puis elle forge notre imaginaire, notre identité qui en a bien besoin. Alors Dominique, c'était un grand plaisir de te recevoir. Donc je rappelle qu'aujourd'hui l'émission était consacrée à la créolité, un débat contradictoire avec notre invité Dominique Monotouka qui est avocat au barreau de Fort-de-France et docteur en droit. Merci Dominique d'avoir été en notre compagnie. Je te remercie d'avoir choisi de m'inviter sur ce thème. Et l'antenne est toujours ouverte. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, notre émission touche maintenant à sa fin. Merci d'avoir été en notre compagnie durant cette heure consacrée à la créolité sur Zouk TV, un débat qui se voulait contradictoire avec notre invité Dominique Monotouka, au final des idées très pertinentes. Je suis sûr que vous en êtes convaincus. Dominique, donc merci. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, à la semaine prochaine. D'ici là, restez bien branchés. Bye bye.